Hey coucou, j'espère que vous allez bien et que le bruit de personnes en train de tronçonner des arbres dans le lointain n'est pas trop pénible. Je vous retrouve aujourd'hui en ce jeudi 7 août pour ouvrir le bal des fameux vlogs exclusifs autour du challenge Mamma Mia Here We Read Again. Je suis installée dans mon jardin, je viens de finir mon petit déjeuner si vous voulez tout savoir, fait de kiwi jaune et de tartines de pain frais avec un peu de beurre salé et de confiture de framboise bio, un vrai régal. Et si vous êtes un peu désarçonné par cette coupe de cheveux, c'est à peu près normal dans la mesure où hier j'ai appliqué un masque en soin avant de venir natter mes cheveux et de dormir dessus. Et donc voilà ce que ça donne après avoir dormi dessus et défait des nattes. Voilà, j'ai l'air je sais pas exactement, mais là où je suis hyper étonnée, c'est que je pensais que j'allais avoir les cheveux très gras et qu'il allait falloir que je les lave sur le champ. Et en fait, mes cheveux sont tellement secs qu'ils ont absorbé absolument toute la matière. Donc écoutez, je vais pas rester avec cette tête parce que bon, l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose d'exploitable, mais bon, à la maison, je peux me permettre et je sais qu'on est entre nous et que vous ne me jugerez pas. Mais je ne suis pas là pour vous parler poils de tête, je ne suis pas là pour vous parler cheveux, mais plutôt lecture, bien sûr, puisque ça y est, je peux officiellement dire que le challenge est bien lancé et sur la bonne voie, puisque j'ai enfin terminé des livres. Et là où je suis très contente, c'est que j'ai commencé par la lecture commune de mon équipe. Donc j'ai rejoint les rangs de l'équipe Donna et que j'ai donc commencé le challenge par lire le fameux Paradise Garden d'Elena Fischer, publié aux éditions Gellmeister. Et je suis très contente de cette lecture. Alors je vous avoue que je m'attendais à un coup de cœur. Je m'attendais à quelque chose qui allait vraiment me faire tomber sur le bas-côté, qui allait me laisser un peu sur les fesses, le cœur crevé, qui allait me laisser gonfler d'amour et de nostalgie. Et j'ai eu un petit peu ça, mais pas autant que je l'espérais. Donc ça reste quand même une très belle lecture, mais qui, à mon avis, ne me restera pas en tête et en cœur aussi intensément et aussi longtemps que je l'espérais. C'est pas une lecture qui a fait bouger les lignes, mais une très belle rencontre à la fois littéraire mais aussi humaine, puisque pour rappel, si vous n'êtes pas dans la team Donna, peut-être que vous ne le lirez pas, dans cette histoire on suit Billy, 14 ans, qui vit seul avec sa mère dans une barre de HLM en Allemagne. Les deux sont très désargentés, sa mère cumule deux boulots, à la fois des ménages en entreprise la journée et celui de serveuse dans un bar le soir. Billy va à l'école et les deux se débrouillent, vivotent et remplissent les trous laissés par un quotidien un peu âpre d'un point de vue pécunier, matériel, financier, par beaucoup d'amour, beaucoup d'imagination, de débrouille et d'attention portée aux petits détails. Vraiment, elles arrivent à se satisfaire de rien, à se faire un tout d'une petite poussière, d'une miette. Vraiment, en regroupant le peu qu'elles ont, elles arrivent à ériger un royaume où il fait quand même bon vivre, où les deux ont une relation très fusionnelle qui est quand même un petit peu émaillée par le secret et par les non-dits, puisque Marinka, qui est la mère de Billy, reste très secrète, voire muette comme une tombe et interdite dès qu'on tourne autour de la question du père de Billy, qui aimerait bien connaître cette partie de ses origines, mais qui se confronte irrémédiablement à un mur quand on aborde le sujet. Et l'autre pan un peu touchy, un peu caché, ce sont les origines de Marinka, qui vient de Hongrie et qui aurait fui le domicile familial à la suite de la mort de son père, puisque sa relation avec sa mère était pour le moins conflictuelle. On comprend assez rapidement qu'elle était battue. Donc voilà, il y a pas mal de zones d'ombre et ce quotidien qui occupe quand même malgré tout, je pense, un bon tiers du roman, va voler en éclats ou en tout cas va être rebattu, va être redessiné à l'arrivée de cette fameuse grand-mère qui débarque de Hongrie parce qu'elle est malade et qu'elle doit passer des examens médicaux pour essayer de se soigner efficacement en Allemagne. Autre élément central du récit qui ne vous spoile rien puisque c'est dit dès la toute première ligne, c'est que la mère de Billy va trouver la mort pendant ce fameux été de ses 14 ans alors qu'elle devait partir en vacances. Et
surtout l'enjeu, ça va être à la fois de mêler les souvenirs, de dresser le portrait de cette vie à deux, construite à deux, mais aussi de raconter l'après, quand Billy va se lancer dans ce road trip à la recherche de ce père dont elle ignore tout, avec les quelques maigres indices qu'elle a réussi à rassembler après la mort de sa mère. Et cette partie m'a un petit peu moins convaincue, dirais-je, même si il y a quelques fulgurances et qu'il y a un côté tranche de vie un peu retranché, mais j'essaye de rester volontairement nébuleuse et très vague pour ne pas trop divulgacher le sel de cette histoire, qui m'a quand même émue, qui est tout à fait dans la lignée de ce que j'apprécie dans mes lectures. Mais voilà, il y a eu un petit ventre mou, il y a eu d'excellentes idées que j'aurais voulu voir approfondir, et malheureusement, j'ai pas eu tout ce que j'espérais dans cette lecture. Et autre petite chose qui m'a un peu désarçonnée, c'est que Gellmeister produit toujours des textes de qualité, ils font toujours de beaux objets livres. Pour moi, ce sont des ouvrages qui sont soignés. Et là, il y a eu pas mal de coquilles, il y avait pas mal de prépositions, de petits mots qui manquaient ici ou là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la prépa de copie. Il y a eu quelques petits ratés. Peut-être que le bon fichier n'est pas parti chez l'imprimeur, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est tout à fait personnel, et je pense que ça n'arrêtera pas grand monde. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur un niveau de Saxus, hein, vraiment, ça reste quand même tout à fait acceptable. Mais voilà, ça reste une belle lecture pleine d'imagination, d'amour. C'est une très belle réflexion sur une relation mère-fille, sur le deuil, sur la parentalité, sur les racines, sur le poids du silence. Par certains aspects, ça m'a légèrement rappelé ce que j'avais aimé dans Jacaranda. Même si Jacaranda est bien évidemment 1000 fois au-dessus, parce que plus ambitieux, et parce que peut-être aussi plus honnête et plus sincère, et tiré de choses encore plus intimes. Après, je ne connais pas la vie d'Helena Fischer, qui apparemment est une jeune autrice. Je crois qu'elle a 38 ans, puisqu'elle est de 87, me semble-t-il. Et c'est son premier roman, ou en tout cas l'un de ses premiers romans. Et je suis quand même très contente de l'avoir lu. Et si jamais vous êtes team Donna, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous pour le live de clôture pour en débriefer ensemble. Et déjà que j'étais très contente d'avoir fini ce livre en moins de 2 jours. Bon, certes, il est très aéré, et donc il n'y a pas non plus de quoi se réjouir, mais étant toujours dans cette panne de lecture très pénible qui est avec moi depuis plus de 3 mois, j'étais quand même contente d'arriver à me dire ok, ma lecture commune, c'est fait, le challenge part bien. J'ai donc enchaîné avec une autre valeur sûre, qui est le tome 15 de Bright Stories de Kaoru Mori, publié aux éditions Kiun. Toujours une beauté sans nom. Les tomes sortent au compte-gouttes, parce qu'entre les recherches historiques et la qualité époustouflante du trait, du dessin, parce que l'autrice ne se ménage pas, que ce soit les petits détails de l'ameublement ou des décors absolument époustouflants, tout y est en permanence. Il n'y a pas de case blanche comme dans les shoujo, où vous voyez seulement les personnages en gros plan et leurs émotions, ou des fleurs qui voltigent un peu partout pour habiller la maquette. Là, non, on a des meubles, on a des paysages, on a la vraie vie, et c'est magnifique. Encore une fois, un immense oui. Et sinon, hier, je suis très contente d'avoir enfin terminé le livre audio qui m'a occupée pendant toutes mes vacances, donc ces 15 derniers jours, à savoir Onyx Storm, le tome 3 de Force Wing, écrit par Rebecca Yarros et publié aux éditions Hugo Roman. Je serais bien en peine et dans l'incapacité de me prononcer sur le drama qui a explosé au moment de la sortie du roman, quant à la qualité de la traduction, quant aux fautes d'orthographe qui ont été laissées là, parce que l'ayant écouté en version audio, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus lisse. Il n'y a rien qui m'a particulièrement choquée. Apparemment, c'est quand on a la version papier entre les mains, la compréhension peut être freinée par la qualité vraiment piètre et au ras des pâquerettes de la traduction. Mais en audio, on a toujours l'interprétation déjà du comédien, de la comédienne, ce qui fait que je ne me suis pas retrouvée paumée, sauf face à la multitude de personnages que j'oublie d'un tome sur l'autre. Vraiment, la plupart des personnages secondaires, j'ai toujours du mal à resituer qui est qui entre les cavaliers et leurs dragons, etc. Je suis toujours un peu... j'y vais, et puis on avisera, même s'il y a un glossaire, mais pour le coup, comme je les écoute en version audio, je peux difficilement m'y référer. Mais j'ai apprécié cette lecture. En fait, c'est toujours la même chose pour moi avec chaque tome.
de cette saga. Le début, je me demande toujours ce que je viens faire là parce que il y a ce sas un peu où je dois rentrer, où je dois enlever mon manteau, je dois enlever mes chaussures, je dois mettre mes chaussettes dans le panier de linge, je dois m'attacher les cheveux et me mettre en pyjama avant de rentrer dans le tunnel. Et là, c'est bon, je suis bien, je suis à la maison et le temps passe, le temps file et je dévore les pages et je peux plus m'arrêter parce que je suis quand même bien dans cet univers et que je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir où on va, je veux savoir quels vont être les millions de rebondissements qu'on va vivre aux côtés des personnages. Et une fois encore, ça n'a pas loupé et j'écoutais la fin de ce troisième tome sans vraiment le savoir parce que je l'avais dans les oreilles hier pendant que je suis allée déjeuner dans Toulon. J'étais en terrasse avec mon petit cinnamon roll maison et le thé à la menthe maison. J'étais bien sous les arbres, il faisait beau, enfin c'était un très beau moment. Et il se passe un truc et je me disais ok, comment, pourquoi, où est-ce qu'on va aller avec ça? Et paf, ça s'arrête là-dessus. Donc j'ai trouvé ce plot twist plus efficace que celui du tome 2 parce que celui du tome 2 m'avait vraiment fait hésiter à poursuivre ou non cette saga parce que j'avais peur que ça parte sur un terrain qui ne m'intéressait absolument pas. Et finalement, l'autrice s'en est pas trop mal sortie. Et ce que j'ai bien aimé dans ce tome 3, c'est qu'on ouvre un peu les horizons. On n'est plus qu'à Basgiat et sur un avant-centre militaire. Là, vraiment, on visite plein d'îles, on voit plein de cultures, de peuples différents. Il y a plusieurs quêtes, plusieurs objectifs qui vont s'imbriquer, qui vont se mêler. Et ça rend quand même plutôt pas mal. Donc évidemment que je lirai la suite. Et maintenant que j'ai fini le livre audio, il va falloir que je m'achète la version papier pour qu'elle rejoigne ses petites camarades. Mais comme j'ai les versions collector, ça m'embête un peu de sortir 30 €. Alors que je sais qu'il faut le faire et puis surtout je ne suis même plus sûre que la version collector soit trouvable, donc il va falloir que je me penche sur la question incessamment sous peu. Là on est maintenant à jour sur ce que j'ai terminé. On peut dire un petit mot sur mes lectures du moment. J'ai commencé un nouveau livre audio de façon un peu impromptue parce que pour tout vous dire, je comptais écouter Atmosphère de Taylor Jenkins Reid parce que le but c'est quand même que je lise les 3 livres des 3 équipes pour que le soir de notre live je puisse animer et rebondir sur tout ce qui sera dit pendant notre échange du book club. Et donc je m'étais dit ok, j'en lis 2 en papier puisque les 2 sont pas dispo en audio et je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que Atmosphère était dispo. Alors certes il existe une version audio mais en anglais. Sauf que c'était pas vraiment ce que j'avais prévu, donc il va falloir que j'aille me l'acheter en version papier, parce que du coup je ne l'avais pas acheté me disant que je l'achèterais en audio. Et à la place, comme hier, je vous dis, j'étais en terrasse et que mon livre s'arrête subitement, il a bien fallu que je trouve un plan B. Et je me suis lancée dans First Time Caller. Ça a été traduit en français aux éditions Verso. Et c'est l'histoire de Aidan Valentine, qui est animateur d'une émission de peine de cœur qui passe le soir à Baltimore. Et cet homme qui est à la base un grand romantique, qui est là pour aider les gens à trouver l'âme sœur ou pour s'épancher un petit peu sur leurs problèmes de couple. Il est là pour les écouter, pour leur donner des conseils. Ça fait 6 ans qu'il fait ça et il a complètement perdu la flamme. Il y va sans entrain, il commence à être un peu ronchon, un peu agressif. Enfin, en tout cas, il a complètement perdu le sens de son métier. Il n'y trouve plus aucun intérêt. Il est très cynique par rapport à l'amour, aux relations de couple. Et ça se ressent jusqu'au jour où Maya, une ado de 12 ans, va l'appeler pour lui demander conseil pour sa maman, Lucie, qui n'a pas eu de relation amoureuse depuis sa naissance. Et c'est la petite étincelle qu'il fallait à la fois pour lui redonner goût à son métier et redynamiser une émission qui, forcément, quand vous ne trouvez plus aucun sens à ce que vous faites, il est difficile d'entraîner les gens dans votre sillage. Si vous-même, vous le faites à reculons, c'est évident qu'on ne va pas vous suivre, on ne va pas s'engouffrer dans la brèche que vous avez tracée. Et donc, ce regain d'énergie va rejaillir sur tous les pans de la vie d'Aidan. Et j'en suis à, très bonne question, je pense que j'ai écouté déjà 2 bonnes heures. J'en suis au chapitre 13 et je me régale. Je trouve ça relativement bien écrit. Alors bien sûr, c'est de la romance contemporaine. Je crois que le livre, en version papier, est assez épais puisqu'il me semble qu'il fait dans les 500 pages. Et ça se dévore tout seul. C'est une narration alternée entre le point de vue d'Aidan et de Lucie, donc la mère de Maya, pour qui la jeune fille a appelé.
et je trouve que ça fonctionne bien. Lucie a 29 ans, je pense qu'Aidan doit être à peu près dans cette tranche d'âge, peut-être un petit peu plus âgé. Donc c'est chouette d'avoir des problématiques d'adultes, de personnes qui ne sont plus dans l'adolescence. Voilà, ça change un peu de certaines romances young adultes, adolescentes, chez qui je retrouve un petit peu moins d'intérêt, même si parfois ça fait du bien. En ce moment, je suis à fond dans la saison 3 de Summer I Turned Pretty, parce que j'avais lu la trilogie il y a une dizaine d'années de ça, et j'avoue que j'ai assez peu de souvenirs quant au dénouement de l'affaire. Donc là, je sens que ça se rapproche gentiment, et je suis dans les starting blocks. Tous les mercredis, je regarde mon petit épisode, et le vendredi, j'enchaîne avec The Buccaneers, qui est un peu les Bridgerton version l'Angleterre rencontre l'Amérique, avec un groupe de filles à qui il n'arrive que des aventures complètement dingues. Alors si vous trouvez que Bridgerton, il y a un petit effet drama queen, The Buccaneers est le niveau largement au-dessus, voire le deuxième niveau au-dessus, parce qu'alors là, en termes de drama, ça n'arrête pas. Vous savez très bien que s'il n'y a pas un méga plot twist, c'est que votre épisode n'est pas terminé. Donc j'ai eu un peu de mal la première fois que j'ai voulu regarder l'épisode 1. Je m'étais dit, c'est impossible que je regarde ça. Elles passent leur temps à glousser comme des dindes et à voltiger comme des petites pâquerettes. Ça m'insupportait, on aurait dit des lapins sous amphétamine. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un soir, j'ai retenté l'aventure et là, j'ai défoncé les 2 saisons d'un coup avant d'être bêtement frustrée parce que j'attendais la suite. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais rattrapé la diffusion actuelle. Donc, j'en suis réduite à attendre tous les vendredis pour la suite du programme. Mais écoutez, voilà, si vous aimez la romance et le drama et les beaux paysages, les beaux costumes, parce que quand même, comme toujours avec Apple TV, c'est hyper léché, hein. Visuellement c'est magnifique, donc écoutez, tentez The Buccaneers, pourquoi pas, ça peut peut-être vous plaire. Et je me rends compte que je me suis vachement perdue en vous parlant de ça, parce que j'étais aussi venue vous dire que j'avais également entamé bien sûr La harpiste des terres rouges de Aurélie Wallenstein, et quand je dis bien sûr, en vrai j'ai lu le prologue hier soir après dîner, donc c'est même pas une vingtaine de pages, parce que ça me fait arriver à la page 25, mais ça commence à la page 7, donc on va dire une petite quinzaine de pages. Et comme Aurélie Wallenstein sait si bien le faire, dès les premières pages, j'étais complètement happée, parce que si vous ne savez pas de quoi il est question, dans La harpiste des terres rouges, on va suivre un univers un peu cauchemardesque où les humains sont en mesure de se faire greffer des organes, des parties animales pour obtenir des capacités physiques complémentaires. Et au-dessus de cet étrange univers où règne quand même un peu la violence, surnage la harpiste des terres rouges, qui est donc cette chose hybride. On ne peut même pas vraiment parler d'être humain, puisque c'est un corps de femme avec une harpe à la place de la tête, et qui surtout est capable d'ensorceler les gens par la musique pour les plier à son bon vouloir. Et quand je dis bon vouloir, le prologue vous fait très clairement comprendre qu'il n'a rien de bon, puisque c'est la mort et la perversité à l'état pur, dans la mesure où elle capture et emprisonne des individus. Alors, le prologue ne m'a pas encore donné vraiment de pistes sur le pourquoi, du comment, mais en gros, il se retrouve enfermé dans une prison opéra et forcé d'assister tous les soirs ou presque à une représentation où l'un d'entre eux est mis à mort. Voilà, donc c'est très glauque, à l'image, ce que je vous dis, de ce que peut faire Aurélie Wallenstein. Et donc j'ai été tout de suite happée. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'avais été un petit peu déçue de certains de ses romans. Moi, j'avais eu un amour foudroyant pour le premier que j'avais lu d'elle, qui était Le Dieu oiseau. J'avais bien aimé Yardam. Je trouve toujours que ses concepts sont intéressants. Je trouve toujours que ses univers sont poisseux et audacieux et dénonciateurs dans le bon sens du terme, et que ses messages sont intéressants. Mais je trouve que ça tourne toujours un petit peu en rond, et que parfois il me manque ce je ne sais quoi qui avait fait du Dieu oiseau
un moment absolument waouh, dans lequel j'étais engluée jusqu'à l'os. On aurait dit un oiseau nimbé de mazout après une marée noire. J'avais aussi bien aimé L'épée, la famine et la peste, qui était l'un de ses... Bon, peut-être pas dernier, parce que depuis, elle en a sorti au moins 2, si ce n'est 3. Mais j'avais jamais lu le tome 2, par exemple. C'est sa seule duologie et j'ai pas lu le tome 2. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la harpiste des terres rouges saura me capter jusqu'au bout. Mais affaire à suivre. On en reparlera bien sûr en live. Et regardez les petits marque-pages trop mignons que j'ai trouvés chez Cultura. Il faut que j'en mette un dans la harpiste, puisque je sais pas pourquoi j'avais ça en marque-page, donc une pochette à livres, ce qui n'est pas très pratique parce que c'est au moins aussi épais que le bouquin lui-même. Et je crois que j'en avais un autre, mais peut-être que je l'ai enlevé de là, puisque oui, je me suis aussi acheté Normal People de Sally Rooney en version originale, puisque je suis tombée dessus dans mon premier tirage au sort de la Reading Jar, de vos recommandations pour commencer les vlogs où je découvre les lectures que vous voulez me voir lire. Et j'étais un peu triste de tomber sur celui-ci parce que j'ai déjà vu la série qui m'avait ravageax à l'époque. Donc je ne sais pas si j'ai trop envie de revivre l'expérience, surtout que je sais que Sally Rooney, elle a une plume qui divise, on adore ou on déteste. Donc j'espère j'espère arriver au bout de cette lecture, mais sinon écoutez, ce sera, voilà, c'est le jeu, donc on essaye. Et puisque je vous ai montré des marque-pages, je vais vous en montrer 2 autres, ainsi qu'une autre pochette à livres que j'ai reçue de la part de, est-ce que j'ai pris Tula Makes. Donc c'est une boutique qui m'a été recommandée dans mes... Vous savez, dans les recommandations un peu automatiques que peut vous faire Etsy en fonction de ce que vous avez déjà commandé. Et vous allez comprendre, les 2 marque-pages que je me suis pris, c'est ceux-là. Donc c'est un In My Bookish Era. C'est le cardigan de Taylor Swift avec un petit pompon lavande. Donc vous pouvez personnaliser la couleur de votre pompon, savoir si vous en voulez ou n'en voulez pas. Donc je me suis pris celui-ci que je trouve très chouette. Et celui-là aussi qui est très mignon. Just One More Chapter. Pareil, là pour le coup, le pompon est blanc. Je pense que rétrospectivement, j'aurais peut-être dû en demander un jaune ou un orange ou peut-être même un marron si elle l'avait pour vraiment matcher avec l'ambiance très très automnale de ce marque-page. Mais le carton est épais, ce qui est dommage c'est qu'il ne soit pas recto verso parce que du coup c'est un petit peu moins effet waouh, mais tout de même. Et alors, mon article préféré, je pensais que j'allais être amoureuse des marque-pages et que l'autre je l'ai un peu pris parce que c'était Anne de Green Gables, mais je ne m'attendais pas forcément à grand chose. Et oh là 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 là, vous allez voir, je suis fan. C'est une pochette à livres, donc Anne de Green Gables, et la qualité est incroyable. Je veux dire, c'est hyper épais et le tissu est juste dingo. J'aime beaucoup le petit bouton, voilà, il y a la petite étiquette cousu main aussi. Tout est de hyper bonne facture, il est grand. En plus, je peux mettre largement un grand format. Vraiment grosse fan de cette réception. Donc je vous mettrai bien sûr toutes les refs en barre d'infos si jamais vous voulez craquer vous aussi. Et je vous ai même pas dit pourquoi j'étais dans Toulon hier, parce que en fait j'avais 2 objectifs en tête. Le premier, c'est que je voulais faire une razzia en librairie parce que j'ai eu 33 ans le 1er août et que j'avais envie de me faire un cadeau de moi à moi en m'offrant une grosse session en librairie où j'achetais tout ce qui me faisait envie. Malheureusement, j'ai fait un tour et dans la librairie généraliste, j'ai rien trouvé qui me donnait vraiment envie d'acheter là tout de suite. Il y avait des choses intéressantes, mais j'ai pas eu finalement cet élan de vas-y, tu claques. Je m'étais donné un budget d'à peu près 140 €, donc quand même j'aurais pu me faire plaisir. Et ben non. Et c'est juste en passant dans la partie manga que j'ai trouvé 2-3 trucs, parce que je suis tombée sur le tout nouveau tome de La Petite Faiseuse de Livres, 2e arc, donc je crois que c'est déjà le tome 8. Ça c'est pareil, ça sort vraiment au compte-gouttes, donc j'oublie d'une fois sur l'autre où est-ce qu'on en est arrêté, mais comme c'est du tranche de vie, ça va, je raccroche quand même assez rapidement les wagons, et c'est une petite série que je prends toujours un grand plaisir à lire. Et puis je suis tombée complètement par hasard en furetant pour aussi un peu, je l'avoue, éviter le le libraire qui était là. On était tous les 2 dans la boutique et j'ai horreur de ça parce que j'adore les libraires et j'aime beaucoup discuter avec les gens, mais là j'avais pas envie de conseils, j'étais un peu dépitée en plus de pas avoir trouvé où dépenser mes sous juste avant. Et en furetant dans une allée où je me suis dit bon, il va peut-être pas me suivre par ici, et je suis tombée sur le tome 3 du webtoon Distress qui est écrit par Totem. C'est publié je crois chez Vega, c'est le label webtoon des éditions Vega.
Je sais pas si la série est toujours en cours parce qu'il y avait que ce tome 3 et moi ça tombait très bien puisque j'avais lu que les 2 premiers, mais je sais pas s'ils ont publié la suite ou si ça s'arrête ou si mais je pense pas que ce soit la fin, j'ai déjà peur. Non, je pense que ça doit se poursuivre, mais je sais pas s'ils ont continué la publication parce que j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup, marché, que la série ait trouvé son public. Alors que c'est très cool parce que c'est l'histoire de, un petit Français de mémoire. Je suis désolée, je me souviens plus des noms. Il y a Anoki et Lenny. Voilà, Lenny, c'est le Français qui a perdu une jambe dans une agression et qui va partir au Canada pour faire ses études et surtout pour enquêter sur une forme de croque-mitaine puisqu'il est persuadé que le fantastique, que les créatures fantastiques en tout cas existent, sont une réalité. Et sur les bancs de la fac, il va faire la connaissance d'Anoki, un étudiant un peu mystérieux avec qui le courant va finir par passer. Donc c'est à la fois une romance MM dans un univers d'urban fantasy, si on veut bien, puisqu'il y a quand même des loups-garous, il y a quand même voilà, tout un bestiaire imaginaire assez sympa. Les dessins sont très choux et j'aime beaucoup l'alternance entre les moments un peu sombres, un peu action, et la douceur sans nom de ce groupe d'amis et de ces deux jeunes adultes qui se découvrent et qui s'aiment. Et du coup, je ne sais pas pourquoi j'avais pas poursuivi, voilà. Mais en le voyant, je me suis dit, ok, en fait, c'est une série que j'ai un peu mise sur pause sans raison apparente, donc je suis très contente d'enfin pouvoir poursuivre l'aventure. Et donc, outre cette envie de folie acheteuse, j'allais aussi dans Toulon pour voir Freaky Friday 2 dès le jour de sa sortie. Alors malheureusement, c'est en VF puisque dans le sud, il y a très peu de séances qui sont en version originale. Les gens dans le Var ne parlent pas beaucoup anglais. C'est pas un contenu qu'ils consomment infiniment. Donc à part aller dans des petits cinémas indépendants où vous êtes mal assis, où la programmation de toute façon ne proposera sans doute pas Freaky Friday 2, et j'ai pas trop d'autres alternatives à part les attendre en vidéo à la demande ou que ce soit disponible sur les plateformes, etc. Mais voilà, il y a des fois j'ai envie de voir des films au moment de leur sortie, ce qui est normal. Donc c'était le cas pour Freaky Friday 2. Et certes, ne vous attendez pas au film de l'année, mais comme le premier ne l'était pas non plus, objectivement, il y a plein de mièvreries et d'incohérences, et pourtant ça reste un film résolument drôle et doudou. Et Jamie Lee Curtis est là tout aussi amusante que dans le premier. On la voit un petit peu moins parce que dans le premier, il y avait seulement 2 personnages qui échangeaient de peau. Il y avait Anna et sa mère Tess. Et là, c'est un quatuor qui va échanger de corps. C'est intergénérationnel. C'est assez chouette, franchement. Il y a eu des moments où j'ai beaucoup ri. Il y a eu des moments où j'ai eu les larmes aux yeux parce que forcément, ça parle de relations mère-fille, ça parle de deuil, ça parle de plein de choses, de sororité, déracinement. Donc sous ces airs légers, il y avait quand même des petites références. Et puis il y avait pas mal de caméos. On revoit quasiment tous les personnages du premier d'une façon ou d'une autre, plus ou moins rapidement. Et voilà, j'ai trouvé que le duo Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan fonctionnait toujours très bien. Franchement, c'est une suite qui, moi, m'a convaincue, m'a plu et que je reverrai, je pense, avec plaisir. Et comme ça fait déjà un bon moment que je parle, je m'en vais aller travailler en répondant enfin à tous les commentaires que j'ai en retard sous mes 3 dernières vidéos, donc quasiment un tiers de mon année sur YouTube parce que j'ai vraiment pas été très présente là-bas. Mais écoutez, j'espère que ça va changer, que ça va se résoudre, que je vais retrouver le goût et la passion et l'envie, parce que vous savez que ça a été un petit peu compliqué, mon rapport aux réseaux sociaux, etc. Et puis c'est vrai que je ne vous en ai pas encore parlé, mais ça y est, comme c'est officiel, je peux enfin vous le dire, c'est que j'ai quitté l'agence démo que j'avais rejointe en juin ou juillet, je ne sais plus, début juillet je crois, de l'année dernière. Donc c'était une agence spécialisée dans l'influence du livre. Et ça a été une aventure très, très enrichissante, mais j'avais perdu un petit peu comment dire, cette liberté qu'apporte la freelance. En fait, quand vous êtes votre propre patronne et que vous n'avez de compte à rendre à personne, vous pouvez vous organiser exactement comme vous le souhaitez. Là, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait des intermédiaires. Elles m'ont jamais forcé en quoi que ce soit, mais forcément, j'avais envie de dire oui à chaque fois qu'on me proposait quelque chose. Et quand j'avais pas l'énergie, parce que voilà, vous le savez, cette année a été un petit peu chargée. J'y reviendrai dans un instant si vous n'avez pas vu le live. Vous êtes passé à côté d'une information importante. C'est que quand je n'ai pas d'énergie, quand je suis malade, quand voilà, vous savez, il y a la maladie à la fois physique, mais il y a aussi toute la santé mentale qui rentre en jeu. Et cette année, ça a été particulièrement intense de ce point de vue-là. Et
quand je devais choisir entre créer du contenu, continuer à animer Patreon ou honorer les contrats que j'avais signés, bah, malheureusement, je devais faire un choix et la plupart du temps, bah, comme je suis tenue contractuellement de venir à bout de ce sur quoi je me suis engagée auprès des éditeurs, le choix malheureusement était un petit peu imposé de lui-même. Donc c'est pour ça que j'avais envie de retrouver une certaine liberté afin de vraiment pouvoir me consacrer. Maintenant, je pense que la répartition, ça va être 80% de mon temps et de mon énergie pour Patreon et 20% pour le reste, pour continuer à animer YouTube régulièrement, mais sans pression particulière. Voilà, je ferai des vidéos quand j'en aurai envie, quand j'aurai des idées, quand vraiment j'aurai quelque chose qui me tiendra à cœur de partager. Et pareil sur Instagram, de faire aussi, me concentrer un petit peu plus sur les vidéos humoristiques. J'en ai fait que 2, mais ça m'a vraiment... Enfin non, j'en ai fait 3 en réalité. 3, 4. J'en ai fait 4 et c'est un format qui me plaît, mais que bah, je ne pouvais pas forcément prendre le temps de développer parce que j'avais tout le reste à côté. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de recentrer sur le plaisir, sur... Quand je dis l'authenticité, entendez-moi bien parce que j'ai jamais... je trouve, en tout cas, enfin, j'ai toujours essayé de rester dans l'authenticité, dans les avis que je vous transmettais, dans les recos que je vous transmettais. Mais par contre, ce qui pouvait me manquer d'authenticité, c'est que parfois je produisais du contenu, je me forçais à être enjouée et motivée et à produire des vidéos, à produire des posts ou des stories, alors que j'avais juste envie de rester dans le fond de mon lit ou de parler d'autre chose ou de, voilà, de consacrer de l'énergie ailleurs. Il y avait ce côté un peu... obligation de produire qui me pesait de plus en plus. Donc ça y est, maintenant je suis libérée de tout cela, donc ça va me permettre vraiment d'aplanir les angles et ça se voit parce que dès que j'ai quitté l'agence, paf, j'ai commencé à bosser sur le challenge Mamma Mia et j'ai vraiment réfléchi à ce que j'avais envie de vous proposer. Je refais des vlogs, etc. Donc voilà, cette dynamique est chouette et j'espère que je vais pouvoir la tenir le plus longtemps possible en termes d'énergie parce que donc le deuxième grand volet qui décidément en fait ce vlog va être un plan face cam de 40 minutes dans mon jardin. Mais écoutez, au moins, on parle de lecture, on a parlé un petit peu de papeterie, on a parlé de ciné, de séries et tout. Donc en vrai, c'est pas si mal. Mais voilà, la dernière chose que je voulais partager avec vous, qui est quand même une grosse actualité qui va bouleverser pas mal de choses. Et vous le savez, si vous avez regardé le live soirée-jeu du challenge, c'est que je suis enceinte. Voilà, j'attends mon deuxième enfant. Je suis dans mon 4e mois et pour être voilà, parfaitement franche et honnête et ouverte avec vous, voilà, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, qui peut vous parler. C'est un bébé qui n'était pas prévu. Voilà, c'est un bébé surprise et on a mis beaucoup de temps à déterminer si c'était une bonne ou une mauvaise surprise, si on était prêt à l'accueillir, si on était prêt à bouleverser nos plans, parce que ce que je vous disais un petit peu à demi-mot dans le live, c'est que pendant très 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 longtemps, pendant toute mon enfance, mon adolescence, et voilà, on va s'arrêter là puisque j'ai rencontré mon mari en réalité quand j'avais 19 ans, donc moi ça me paraissait vieux, mais rétrospectivement pas tant que ça, mais vraiment de mes 9 ans à mes 19 ans, donc voilà, pendant 10 ans de ma jeune vie, je disais à qui voulait l'entendre que jamais je ne me marierais, que j'aurais pas d'enfant, parce que je suis fille de divorcée, et pas un très beau divorce en plus, donc je pense qu'il y avait une forme de protection vis-à-vis de ça, et puis finalement je me suis mariée très jeune, et puis j'ai fini par avoir ma fille, alors que ça pour le coup, le non-désir d'enfant, ça m'a suivi beaucoup plus longtemps, même après être mariée, j'étais absolument pas sûre, voire même parfois convaincue que c'était absolument pas pour moi. Et puis je me suis réveillée à 30 ans et puis je me suis dit non, en fait j'en veux un, let's go. Et pour moi, après avoir eu Mia, c'était tout, c'était tellement tout que j'ai redonné toutes ces affaires de bébé, de puériculture à des associations pour des mamans célibataires quand j'étais sur Paris. Après, au fur et à mesure, je continue à les donner à mon amie Sandy, qui a eu une petite fille aussi et qui n'habite pas très loin de chez moi. Donc je lui faisais des sacs par tranche d'âge dès que je faisais un tri parce que c'était trop petit. Pour moi, ce chapitre était clos, même si parfois je me voyais, j'imaginais une famille avec 2 enfants, je pouvais m'y projeter, mais comme mon mari est souvent absent, que pour lui, ça a été très difficile de trouver sa place, comment dire, d'apprivoiser sa
parentalité, en fait, tout bonnement. Il s'est rendu compte que déjà les bébés, c'était pas du tout son truc, et que les enfants, c'est une prise de risque et c'est un investissement de chaque seconde, de chaque instant, de chaque pan de sa vie, financier, affectif, énergétique. Enfin, en gros, avoir un enfant, quand on dit que ça bouleverse tout, c'est concret, c'est réel, et ça bouleverse jusque dans les moindres fibres de votre personne. Donc après, on peut difficilement savoir comment est-ce qu'on va réagir avant d'avoir des enfants. Pour moi, on a toujours, c'est ce que je dis toujours, on a des idées, des principes, et puis après on a des enfants. Parce qu'on a beau se préparer du mieux possible, on ne sait jamais quelle sera notre vie et notre réalité une fois que l'enfant sera là. Donc voilà, ça a été tout un truc, et ça a été vraiment compliqué jusqu'à la dernière seconde. On s'est beaucoup interrogé, on a fait des allers-retours, des va-et-vient. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Et puis moi j'étais terrifiée parce que on est enfants uniques tous les deux, donc avoir 2 enfants pour moi ça me paraît toujours, à l'heure actuelle, être de la science-fiction. Je ne sais pas comment m'organiser, je ne sais pas où je vais trouver la force. Et puis j'ai une trouille bleue, c'est que ma fille, je m'investis énormément, à fond avec elle, mais parce que j'ai envie de le faire, bien sûr, parce que je l'aime de chaque fibre de mon être. Et vous voyez une guêpe qui passe. Et du coup, je suis terrifiée à l'idée qu'un deuxième enfant vienne casser cette dynamique, parce que pour l'instant, je ne vois pas la place qui sera la sienne. Alors, je sais que je l'aimerais quand il ou elle sera là, mais voilà, ça va être des ajustements qui me font très peur, qui je pense vont être challengeants pour moi. Mais voilà, vous avez la nouvelle. C'est aussi pour ça que ça a été difficile ces derniers mois, à la fois sur le plan psychologique, parce que j'étais dans ce tourment de est-ce que oui, est-ce que non. Ça a fait remonter beaucoup d'angoisse, beaucoup de terreur, en plus, voilà, j'avais mes problèmes cardiaques à ce moment-là. Et puis ce premier trimestre, mais j'étais au fond du seau. Là, je commence seulement à avoir le fameux glow du deuxième trimestre où je dors moins, j'ai plus des nausées toute la journée, je fais plus des accès de fièvre dès 17h tellement je suis fatiguée et qu'il faut que je sois allongée. Donc ça commence à quand même un peu se tasser. Voilà, mais au moins vous savez un petit peu l'actualité brûlante chez les Prada. Voilà ce qu'il en est. Logiquement, nous accueillerons un ou une petite Capricorne dans notre famille début 2026, et on s'engage pour une toute nouvelle aventure. Voilà, donc je vous le ferai vivre d'une façon ou d'une autre, même si vous savez que je ne montre pas mes enfants à l'écran, ou en tout cas pas frontalement, vous verrez jamais leur visage. C'est pas que je vous fais pas confiance, c'est que je veux pas qu'il y ait de traces numériques d'elle ou d'eux. Je ne sais pas à quel, voilà, je ne sais pas comment genrer mon pluriel, mais j'ai pas envie. Je pense qu'il et elle, enfin Mia aura bien largement le temps de marquer sa présence sur les réseaux, sur Internet en grandissant. J'ai pas envie que ça commence dès ces premières années. Donc si je peux les préserver le plus longtemps possible, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc c'est pas toujours facile, parce que quand on est créatrice de contenu et qu'on fait des vlogs, moi j'aimais bien vous partager plein de plans de ce que je faisais au quotidien, mais quand ça n'engageait que moi, ça n'engageait que moi. Ou mon chat. C'est vrai que mon chat, elle n'a pas eu beaucoup son mot à dire dans l'histoire. Mais les enfants, c'est hors de question. Même si, voilà, encore une fois, je vous fais confiance. C'est pas vous le problème, c'est Internet dans sa globalité. Donc voilà, tout ce blabla pour vous tenir un peu au courant de ma vie, de mes lectures, de ce que je regarde en ce moment, de ce qui m'anime. Et vous savez quoi, je pense que ce sera le premier weekly vlog de ce mois d'août. Très statique, très voilà, mais finalement ce sera une vidéo blabla qui, je l'espère, vous a plu, et que je vais m'empresser de vous publier pour que vous l'ayez ce week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain volet de nos aventures dans ce challenge Mamma Mia Here We Read Again. J'espère vraiment que ça vous plaît, que vous prenez plaisir à la fois à vos lectures et peut-être à vos petits défis annexes. Moi j'étais en vacances jusqu'au week-end dernier, donc je n'ai pas eu trop le temps pour l'instant de me pencher sur la partie défi, mais j'ai bien l'intention de le faire, et de vous proposer aussi, pourquoi pas, de vous envoyer des cartes postales pour l'été. Je pense que je vais proposer une dizaine de cartes. Je pense que je ferai un petit article pour vous proposer un tirage au sort, histoire de vous envoyer une petite bafouille pour marquer voilà, presque la fin de l'été, parce qu'on est déjà quasiment mi-août, mais bon, vous voyez l'idée, donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous souhaite, comme d'habitude, de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog qui, je l'espère, sera un petit peu plus dynamique. Mais là, j'avais beaucoup de choses à rattraper. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous. Mouah. Je vous aime, les Pradouillets.
Ciao, ciao.